Dans Écrire, Marguerite Duras ose cet aveu. C'est curieux un écrivain, c'est une contradiction et aussi un non-sens. Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. Ça ne parle pas beaucoup un écrivain, parce que c'est impossible de parler à quelqu'un d'un livre qu'on a écrit, qu'on est en train d'écrire. C'est impossible parce qu'un livre, c'est l'inconnu, c'est la nuit, c'est clos. Pourtant, ce mardi 20 avril, jour anniversaire de la naissance de Gustave Roux, Bruno Pellegrino, à qui je souhaite la bienvenue dans notre médiathèque, a accepté de venir à votre rencontre, cher public, que je salue chaleureusement, pour parler de son œuvre et de son engagement dans l'écriture. Bruno Pellegrino, vous êtes né en 1988 à Morges. Après votre maturité, vous partagez votre temps entre des études de lettres, de sciences politiques et l'écriture, et vous publiez des critiques littéraires pour la revue littéraire romande Le Passe-Muraille. Déjà lauréat en 2007 du prix La Tourette qui récompense la meilleure dissertation du canton, vous recevez en 2011 le prix du jeune écrivain et publiez votre nouvelle L'idiot du village aux éditions Buchet-Chastel. Aujourd'hui, vous travaillez comme indépendant dans le domaine littéraire et culturel et collaborez notamment pour les éditions Zoé au projet d'officine numérique de la Bibliothèque de Genève. Le temps qu'il vous reste, vous le consacrez à l'écriture. Ainsi faites-vous paraître aux éditions Zoé 3 romans, comme Atlas, Là-bas, août est un mois d'automne et Dans la ville provisoire, ainsi qu'un livre pour enfants, Les mystères de la peur, paru aux éditions Plaisir de lire. Évocation poétique du passé, instant bruissant et coloré du présent, et c'est la vie de vos personnages qui s'ébauchent à travers des lieux qui vivent, rêvent et conjuguent son, couleur et rythme. Poliépithète, commune suisse du canton de Vaud, 501 hectares, 846 habitants. C'est là que vous êtes né, Bruno Pellegrino, c'est là que vous vivez en partie. Pour Albert Cohen, dans Le livre de ma mère, ce souvenir, ce n'est pas le meilleur de nos biens, mais c'est un bien quand même, un bien pauvre. Vous faites rimer Poliépithète avec Combray et vous dites « Lorsque vos premiers souvenirs s'organisent autour de la course folle du corps décapité d'un poulet fermier, votre destin est tracé. Ce sera l'écriture ou la vie. » On a les petites madeleines que l'on peut. Quel enfant Bruno Pellegrino était-il? Quel souvenir avez-vous de cette enfance? Et à quel moment avez-vous compris que l'écriture, la littérature serait importante pour votre vie ou dans votre vie? Bon, déjà, merci pour cette entrée en matière. Duras, Cohen et Proust, c'est bien pour commencer. Quel enfant j'étais? En fait, je crois que j'étais un enfant très calme, à qui les livres convenaient parfaitement aussi pour ça, parce que les livres, c'était un moyen d'être seul de manière légitime. C'est tout à fait accepté d'être seul quand on est en train de lire un livre, et j'aime toujours beaucoup être seul. Donc je pense que la littérature, dès que j'ai su lire, et ça a été le cas assez vite, a d'emblée été importante. Mais bien sûr qu'enfant, je ne me le formulais pas comme ça, c'était juste un truc que j'aimais faire. Et du coup, à la lecture, a très vite succédé l'écriture. Disons, l'écriture est arrivée tôt par le biais des lectures que je faisais. J'avais envie, pas tellement d'écrire, mais j'avais envie d'avoir un livre aussi. J'avais envie de faire des livres, de fabriquer des livres. C'est l'objet qui me plaisait. Et donc, je crois que j'étais passablement cet enfant-là, mais pas uniquement, effectivement. Alors, Poliépithète, quand je suis né, il y avait moins de 800 habitants. Je pense qu'on était plutôt autour de 450, 500. Et en fait, c'est marrant d'y repenser parce que c'est un village que, évidemment, je ne questionnais pas. C'était mon univers, comme ça arrive quand on est quelque part et qu'en plus, j'y ai passé pratiquement l'intégralité de mes 16 premières années. Donc, j'ai pas eu une enfance ballottée, au contraire, j'ai eu une enfance extrêmement localisée. Voilà, c'était une enfance un peu classique comme ça, unité de temps, de lieu et de quoi, d'action, c'est ça. Et effectivement, tout s'est joué dans ce petit village qui a entre-temps bien changé et où je vis plus depuis
pas mal d'années. Alors 2011, vous êtes Bruno Pellegrino, lauréat du prix des jeunes écrivains. Votre nouvelle L'idiot du village est publiée aux éditions Buchet-Chastel. Une succession de morts inattendues, Jules, Brigitte, le petit Bastien et tous les villageois accusent l'idiot d'en être responsable. Ainsi, lorsqu'il vient annoncer aux champs la déclaration de guerre, c'est insupportable. Alors on s'est jeté sur lui pour relâcher la tension, conjurer l'angoisse. On lui a mis la tête dans la terre. On voulait qu'il se mêle à la terre, qu'il devienne terre, qu'on puisse le labourer, le semer, y récolter autre chose que de l'angoisse. Dans votre nouvelle, 2 atmosphères se côtoient, celle de la paysannerie et celle de la guerre. C'étaient les regains, on arrachait les pommes de terre et c'est resté gravé longtemps après et même encore aujourd'hui dans la mémoire de ceux qui sont assez vieux pour ça. L'odeur de la terre, comme elle, est quand on passe la journée perché au-dessus pour en arracher ce qui a bien voulu y pousser, cette odeur d'humidité et de poussière froide, et sous les doigts, la peau rêche des pommes de terre et la tension dans le dos courbé et dans les jambes raides et le geste de la main qui lance la poignée de pommes de terre dans le panier et les cris que l'on se jette d'un bout à l'autre du champ, la bonne douleur et la bonne odeur et le poids rassurant des pommes de terre dans la main, toutes ces choses auxquelles on ne prête pas attention sur le moment ressurgissent plus tard alors que tout est retombé et qu'on a enfin pu se poser tranquillement pour compter les morts et balayer devant sa porte. Comment est née l'idée de cette nouvelle ? Ça a été c'est un texte court, mais qui a eu une très longue histoire. En fait, pour revenir à Polyépithète, j'en suis parti la première fois vraiment à 17 ans. Je suis allé faire un an de gymnase à Bâle. Et donc, pour la première fois, je vivais non seulement ailleurs pendant longtemps, mais aussi sans mes parents, sans ma sœur. Et dans une ville, une grande ville quand même, enfin Bâle c'est quand même une ville de taille assez importante, et encore plus dans une autre langue, une langue étrangère. L'allemand je l'avais appris à l'école comme tous les Suisses romands, et je le parlais comme tous les écoliers romands, c'est-à-dire très mal. Et donc j'ai débarqué dans cette grande ville germanophone, et tout de suite, les premières choses que j'ai écrites en arrivant à Bâle, ou pratiquement, ça a été des choses sur ce village que je venais de quitter. En fait, comme si d'en partir, ça le rendait un peu plus intéressant, un peu plus attractif. Surtout, ça me permettait d'avoir du recul sur ces lieux, plus que sur les gens. D'ailleurs, j'écrivais vraiment sur les lieux. Et donc, ça, c'était en 2005. J'ai commencé à avoir des velléités d'écrire sur ces lieux. Ça s'est transformé petit à petit en projet de roman. C'était vraiment une idée de roman. Auquel je travaillais quand même assez régulièrement et surtout j'ai persévéré pendant plusieurs années. Et puis je suis rentré de Bâle et il y a eu une période, je ne sais plus exactement quand, où j'ai commencé à aller interroger les personnes âgées du village. Ça m'intéressait, j'ai écrit des petits textes pour c'était comme la gazette du village qui était imprimée sur des feuilles A4 pliées en deux. Et j'ai commencé une petite chronique sur en allant interroger les personnes âgées. Je suis aussi allé consulter les archives de la commune, donc c'était dans une cave sous la maison de commune, conservée de manière vraiment, disons, discutable, je pense. Entre-temps, j'ai vu des archives conservées dans des bibliothèques, c'était pas comme ça. Et puis, du coup, toute cette matière a donné des petites chroniques qui ont paru dans cette gazette. Et en 2009 ou 2010, j'ai rassemblé un peu ces idées. Donc, j'avais à la fois mon projet de roman qui devait se passer au village, plus ces souvenirs, en fait, ces évocations du passé par des personnes âgées. Et ça a donné lieu à cette nouvelle, en fait, qui se passe dans les années 30. C'est pas exactement dit, mais on le comprend. Ça se passe dans les années... Enfin, ça se termine, les regains, au moment de la mobilisation générale de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, je sais pas, ça combinait toutes mes obsessions d'adolescence, à la fois cette espèce de fascination pour la Deuxième Guerre mondiale qui était... En fait, je ne sais pas d'où elle me venait, mais je crois qu'elle est partagée par pas mal de gens à l'adolescence. C'est une période comme ça qui fascine, je crois, en tout cas qui me fascinait. Donc ça me permettait de parler de ça. Et puis là-dedans est venu encore se glisser ce fichu Ramu
que j'ai découvert là aussi à l'adolescence et qui m'a, pendant des années, entièrement parasité. En fait, j'arrivais plus à me dépêtrer de cette langue et de cette vision des choses. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que je n'ai pas relu cette nouvelle, mais ce que vous en avez lu, on entend quand même que Ramu n'était pas très loin. Et je crois qu'écrire cette nouvelle m'a aidé à la fois à me défaire un peu de cette fascination pour la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, j'avais mis ça quelque part. Ça m'a permis de mettre aussi en forme tous ces témoignages que j'avais reçus, qui m'avaient vraiment touché. Et d'une certaine manière, d'assumer, enfin je ne l'assumais pas entièrement, mais d'aller une fois dans cette veine ramusienne et puis ensuite de pouvoir m'en détacher. Donc ça a été un texte finalement, pour moi, assez important. Alors vous m'offrez la question suivante. Incontestablement dans cette nouvelle, il y a un style de longues phrases scandées presque essentiellement par la virgule. On a des pages... Alors, le 14 janvier 1904, Charles Ferdinand Ramu écrit dans son journal « Quand j'ai trouvé le ton, je tiens l'œuvre, mais je pense ardemment, avant de tenir que le ton est l'unité même. Il est l'idée profonde et musicale, il est la source vive d'où découle le style, les épisodes et les détails, parfois même le sujet. Le style peut être neuf et hardi, il ne choque jamais, il n'est jamais faux si le ton en est soutenu. C'est à quoi j'aspire. Si j'ai ce centre harmonieux dans ma tête, je me sens heureux. Il faut aspirer à la solidité mélodique des vieilles sonates. » Écrire, est-ce que ça s'apprend? Et si vous deviez donner une définition du style, du vôtre, que diriez-vous? Je pense qu'écrire s'apprend, oui. Moi, je ne crois pas à la vieille idée romantique du génie qui naît tout près, comme ça, tout directement parfait. Enfin voilà, je crois qu'on en est un peu revenu. Moi, je crois vraiment que ça s'apprend en lisant, ça s'apprend en écrivant et en essayant, en se laissant, comme j'en parlais tout à l'heure, en se laissant influencer. Je crois, enfin encore une fois, je parle pour moi et pour mon expérience, mais dans mon expérience, j'ai finalement appris à écrire en écrivant des textes un peu comme Ramu, ou à la même époque d'ailleurs, ou même un peu avant, j'écrivais des textes un peu comme Annelise Gourbetti, qui est une écrivaine que j'admirais énormément à l'adolescence, et puis un peu Duras et un peu Proust. Et en fait, je culpabilisais beaucoup de ces influences et de faire du sous-Duras ou du sous-Ramu, mais avec le recul, je m'aperçois qu'en fait, j'étais simplement en train d'apprendre et de faire mes gammes. Donc oui, je crois vraiment qu'écrire, ça s'apprend. Après, une définition du style, alors là, je serais bien en peine de vous en sortir une comme ça. Je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est que quand j'écris, il y a une part de... Je fais ça un peu à l'oreille. Il y a une part d'intuition aussi. Et ce que vous lisez du journal de Ramu me fait penser à ça, effectivement. Il y a quelque chose de... Il y a à la fois la grammaire et la manière dont une phrase doit être construite si on veut qu'elle soit correcte. Ça, c'est une partie qui est... On peut ensuite décider de s'éloigner de la correction grammaticale, mais disons, il faut avoir conscience de ça, en tout cas selon moi. Mais il y a toute une part beaucoup plus intuitive, typiquement sur la longueur des phrases, sur le choix de la ponctuation. Il y a des auteurs qui vont mettre des points très régulièrement et ça va faire des textes saccadés. L'idiot du village, effectivement, c'est, dans mon souvenir, je crois qu'il y a 7 chapitres qui sont en fait 7 phrases. En tout, il y a 7 points finaux, c'est tout. Sinon, c'est que des virgules, des points-virgules, des tirets, des parenthèses. Enfin, voilà, c'est des choix qui sont plus finalement musicaux que grammaticaux et qui sont tous justes. C'est simplement, encore une fois, c'est des choix. Donc il faut essayer et trouver ce qui convient, même plus qu'à chaque personne, à chaque texte. Je pense vraiment que d'un texte à l'autre, la langue change. Aujourd'hui, plus personne ne parle ici. Le vent souffle, le feu travaille, l'horloge à poids se balance, la porcelaine cliquette entre 2 gorgées de thé. On a fini par allumer les lampes dont l'éclat vacille. Les câbles gainés de glace, dehors, peinent à acheminer l'électricité. Sur le banc du poêle, au plus chaud de la pièce, Gustave feuillette un catalogue de marchands de graines. Il soupire de surprise ou de nostalgie. Madeleine a joué un peu de piano, ses doigts sont engourdis.
encore un mois, frérot. D'ici fin février, le bois gentil fleurira, et après ça, tout le reste suivra. Les premières alouettes, les premiers papillons, les premiers tussilages. Ici, c'est Carouge, dans la campagne vaudoise. Tout au bout du village, une vieille maison de famille plantée au bord de la route. Elle tombe un peu en ruine et certaines de ses pièces ont été condamnées au gré des décès. Ne sont restés là pour vieillir ensemble que le frère et la sœur, Gustave et Madeleine. Votre roman « Là-bas, août est un mois d'automne » paraît en 2018 aux éditions Zoé. C'est un roman, mais c'est pourtant le récit documenté des 10 dernières années de la vie de Madeleine et Gustave Roux. Aujourd'hui, 19 septembre 1962, Gustave est debout devant la maison, sous la vigne du Canada qui a viré au rouge, les digitales à ses pieds, son carnet à la main, et je le vois, enfant, les doigts vêtus de fleurs. Pourquoi Gustave Roux? Quelques mots peut-être sur ce poète photographe, et pourquoi ce titre? Gustave Roux, je l'ai découvert quand j'étais à l'université. Donc moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai toujours énormément lu, depuis vraiment toujours. Mais je lisais de la fiction, pour le dire comme ça. Je lisais de la prose et de la fiction. Je lisais des romans, des nouvelles, éventuellement du théâtre. Pas de poésie. C'était pas du tout un principe de vie. C'est simplement que je pensais que la poésie n'était pas faite pour moi. Je pensais que la poésie, c'était trop compliqué, ça me parlait pas. Voilà, je n'étais pas armé pour lire de la poésie. Mais voilà, en faisant des études de lettres, forcément, on est confronté à quelques poètes. Et donc, à l'université, un jour, on me parle de Gustave Roux, ce poète qui est censé avoir passé sa vie entière à Carouge-Vaux, c'est-à-dire littéralement à 10 minutes de ce fameux polyépithète. Et moi qui m'étais depuis longtemps déjà intéressé aux écrivains du coin, puisque je vous parlais d'Annelise Gourbetti par exemple, ou bien de Ramu, bon, enfin, j'avais quand même une certaine idée, il me semblait, des gens qui avaient écrit en Suisse romande. Et en fait, je ne connaissais pas du tout ce type. Et le professeur, c'était Daniel Maggetti, qui était professeur de littérature romande, qui est toujours à l'Université de Lausanne, avait fait circuler un grand livre de photographie de Gustave Roux. Et donc, en même temps que j'entendais parler du poète, je découvrais tout de suite certaines images du photographe. Et en fait, ça c'était je pense que c'était en 2011, à peu près au moment où l'idée du village a apparu. Et ça a été vraiment une sorte de choc comme ça, de rencontre tout de suite. Enfin, immédiatement, quelque chose m'a appelé dans ces photos, puisque j'en étais encore aux photographies à cette époque. Et du coup, je suis allé voir les textes. J'ai commencé à lire un peu, mais alors même si c'est l'essentiel de son œuvre est en prose, ça restait difficile. En fait, je trouvais ça difficile à lire. Je continuais à être persuadé que la poésie n'était pas pour moi, et donc j'ai pas tellement poussé plus loin mes recherches à ce moment-là. Mais ensuite, les choses ont avancé. Je suis notamment allé visiter la maison de Gustave Roux à Carouge, toujours dans le cadre de l'université. Et puis, j'ai découvert l'existence de sa sœur Madeleine. J'ai appris que non seulement ce monsieur avait bel et bien vécu à 10 minutes de chez moi, mais qu'en plus il avait vécu non pas seul, comme on se plaît toujours à le dire, mais avec sa sœur. Donc là, j'ai commencé à être sérieusement intrigué et j'ai poussé mes recherches en lisant tout simplement le journal intime de Gustave Roux qui a été édité à plusieurs reprises. Et là, c'était tout à coup très clair. J'étais plus dans ces textes poétiques qui sont des textes vraiment magnifiques, mais qui sont des textes très travaillés et pas forcément d'approche aisée, on va dire. Mais dans son journal intime, tout à coup, là, on est dans quelque chose, c'est aussi des textes, c'est très écrit, mais tout à coup, il y a quelque chose de plus immédiat, de plus, j'ose pas dire brut, parce que ça ne s'applique pas du tout à son écriture. Mais disons, il y a quelque chose, j'avais un accès tout à coup à un monde à travers ces textes du journal. Et là, j'étais complètement embarqué. Et je vous parlais de ma fascination pour la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, tout à coup, il y a une autre fascination qui est née et que j'ai suivie. Alors là, pour le coup, je me suis engouffré dans la brèche. Et j'ai écrit ce roman pendant vraiment pas mal d'années, ça m'a pris du temps, autour de Gustave et Madeleine. Pour moi, c'était vraiment essentiel, pas de parler du poète Gustave Roux, mais bien de parler d'un frère et d'une sœur. Alors vous, narrateur, intégrez le texte très subtilement.
Pour amener par exemple la ferme de leur enfance, vous écrivez « Il faut revenir brièvement à ce que plus personne aujourd'hui n'a connu ». Évoquant les gâteaux légendaires de Madeleine, vous écrivez « Voilà au moins une chose qu'on peut affirmer ». Autre exemple, les photographies donnent une idée de sa posture. Enfin, racontant mai 1965 et le tournage qu'on a réalisé autour du poète, vous écrivez « C'est à ma connaissance la seule trace enregistrée des gestes de Madeleine, du regard mobile, du souffle, de la voix de Madeleine. Le reste a été coupé au montage. Je doute que le réalisateur ait conservé les rushs. » Comment en fait s'est déroulé le travail d'écriture? C'est un roman, mais c'est aussi fidèle à ces 10 dernières années de la vie. Entre recherche, fidélité, création ou recréation, comment s'est déroulé les choses? Ça a commencé par vraiment une très longue phase de recherche. Comme je le décrivais tout à l'heure, j'ai vraiment beaucoup tâtonné. Je ne savais pas ce que j'allais écrire. Ça me semblait, encore aujourd'hui, peut-être la chose la moins romanesque du monde, d'essayer de raconter quelques années de la vie d'un frère et d'une sœur qui sont les deux âgés, vieillissants, dans une maison à la campagne où vraiment, ce n'est pas du tout des personnes, comment dire, qui font des choses extraordinaires ou qu'on pourrait avoir envie de raconter, a priori. Et donc, c'était pas évident pour moi que j'allais en faire un roman. Par contre, donc, quand on parle de phase de recherche, c'est déjà un peu faux parce que je recherchais pas de la matière pour un roman. Je creusais ma fascination. Si on veut bien, je cherchais ce qui m'intéressait dans cette histoire. Et donc, pendant longtemps, effectivement, ça a été essentiellement des lectures et puis je prenais des notes, en fait, de manière entièrement chaotique. Je prenais des notes sur les dates, les noms de fleurs, les lieux, etc. Voilà. C'était vraiment un processus très, très brouillon. Et puis, quand petit à petit s'est mis en place cette idée de roman, alors là, j'ai quand même cherché une structure, une forme d'intrigue. Intrigue est sans doute un mot fort, mais en tout cas une tension. Ça, c'est sûr que je voulais un livre qui soit tendu. Et ça, j'y tenais beaucoup. Et l'une des manières, disons, de le faire, pour moi, ça a été d'introduire ce narrateur. Donc, il y a Gustave et Madeleine qu'on observe quand même de l'extérieur, c'est à la troisième personne. Mais il y a un jeu qui se glisse de temps en temps et qui rappelle que cette histoire en est une, en fait, que cette histoire reste une fiction, que cette histoire c'est de la reconstitution, c'est de l'invention, parce qu'évidemment que je ne peux pas savoir ce que se disaient Gustave et Madeleine. D'ailleurs, ils se parlent assez peu dans le livre. Je ne peux pas savoir quels étaient exactement leurs gestes dans cette maison. Je ne peux pas savoir tout ça, forcément, ça semble évident. Mais du coup, ça crée une tension pour moi entre la matière documentaire, comme par exemple ce film qui était du pain béni. Donc c'est un petit reportage d'une demi-heure que Michel Souter a tourné en 1965 autour de Gustave Roux, dans lequel effectivement à la fin on entend et on voit parler Madeleine. Et là par exemple c'était évident pour moi qu'il fallait mettre à profit cette seule archive d'elle qui sinon n'a pas laissé de trace au fond, puisqu'elle était pas poète, elle n'était pas artiste, elle n'était pas... Voilà, donc forcément, il n'y a pas de trace. Mais ce qu'elle a fait m'importait tout autant que ce que lui a fait. Et donc, c'est vraiment devenu un livre. En fait, j'ai été complètement détrompé sur l'idée qu'il ne se passait rien dans leur vie. J'ai été complètement détrompé sur le fait que c'était pas intéressant à raconter. En fait, je me suis passionné pour ces journées-là, justement. Ces journées où tout ce qui se passe est à la fois minuscule et absolument essentiel. Alors pour évoquer ce narrateur, une très belle page. Quand je lève les yeux, je vois simplement des arbres, là où Gustave et Madeleine voyaient des tilleuls, des aulnes, des acacias, des érables. J'écris sur des gens qui étaient capables de nommer les choses, les fleurs et les bêtes, alors que j'ai besoin d'une application sur mon téléphone qui identifie les oiseaux par leur chant, les plantes par la forme de leurs feuilles, et je dois vérifier sur des sites de jardinage la période de semaison du blé et de floraison des cyclamènes. C'est peut-être ce qui me fascine chez ces deux-là, leur manière lente et savante d'éprouver l'épaisseur des jours, et puis les doutes qui subsisteront toujours. Je n'ai aucun moyen d'établir avec certitude si le corridor, à leur retour ce soir-là, sentait le clou de girofle, l'humidité ou la cire d'abeille, le feu, la viande ou la naphtaline. Dans sa lettre au général X, Saint-Exupéry s'exclame ainsi
l'homme robot, l'homme termite, l'homme oscillant du travail à la chaîne à la belote, l'homme châtré de tout son pouvoir créateur et qui ne sait même plus, du fond de son village, créer une danse ni une chanson, l'homme que l'on alimente en culture de confection, en culture standard comme on alimente les bœufs en foin. C'est cela l'homme d'aujourd'hui. La question s'impose, quel regard vous portez-vous sur notre monde moderne qui va vite et qui est souvent assez déshumanisé tout de même? C'est une vaste question et je ne me sens pas extrêmement légitime pour parler de notre monde moderne, mais je peux parler simplement de mon expérience et dire peut-être une chose importante, c'est que ce livre, Là-bas où t'es un mois d'automne, se passe dans les années 60, c'est vrai, de 62 à 72, mais à aucun moment il s'agissait pour moi de dire, sous une quelconque forme, c'était mieux avant, vraiment pas du tout. Et si je me penche sur ces années-là, c'est parce que c'est les années durant lesquelles ont vécu mes deux personnages. Voilà, point. C'était pas du tout une manière d'être passéiste ou nostalgique d'une époque que par ailleurs je n'ai pas connue. Je suis né bien plus tard. Donc, ouais, juste pour commencer par dire ça. Et dire du coup qu'en fait je me sens finalement assez... Enfin, disons, je me pose pas tellement la question. Je suis bien dans cette époque parce que j'y suis. Et je crois que me dire ça aurait été mieux avant ou ce sera mieux dans 5 ans ou dans 50 ans, ce serait pas la recette du bonheur. Donc je préfère voir ce qu'il y a de bon aujourd'hui, ici, maintenant. Et il y a des choses en fait, et il y a vraiment un tas de choses. Et je pense qu'écrire pour moi, vous parliez notamment de la vitesse, et ça c'est peut-être la chose pour laquelle je me sens parfois mal outillé, c'est vrai. Je trouve que ça va trop vite et j'ai l'impression parfois que mon cerveau est un peu... peut-être que je suis un peu lent à la comprenette simplement. Et écrire me permet pour le coup de ralentir, au moins par moment, par bulle, me permet de revenir sur les choses pendant le temps qu'il me faut pour en faire sens. Et donc de ce point de vue-là, oui, c'est vrai que je trouve parfois que les choses vont vite aujourd'hui et je pense que l'écriture est pour moi un moyen de ralentir. Pour le reste, je ne sais pas si on vit une époque déshumanisée ou en tout cas plus déshumanisée que d'autres époques passées. Je ne suis pas sûr. Je pense que ça dépend les domaines, ça dépend les cercles, ça dépend à quelle échelle on se situe. Mais il me semble qu'au contraire, on observe aussi plein d'élan de solidarité et plein de mouvements aujourd'hui qui surgissent, qui n'étaient pas là avant et qui sont positifs. Alors au cœur de votre roman, cet artisanat qu'est l'écriture. Maintenant que la matière est rassemblée, la suite est toute tracée. Écrire ce qui manque, puis organiser le contrepoint, préciser la sélection, arrêter un ordre, affiner les transitions et surtout couper, déplacer, resserrer, supprimer la phrase qu'il préfère quand le texte concentre ses forces pour se constituer encore jusqu'à ce que chaque mot produise un son de caillou. C'est à cela que ça tient, ni plus ni moins. Il peaufine son texte, bute, rage, se désespère, il multiplie les repentirs jusqu'aux ultimes épreuves d'imprimerie, mais voilà, en avril, 14 mois après la mort de sa sœur, Gustave tient son livre entre ses mains, le travail est derrière lui, il sort, marche. À quel moment, Bruno Pellegrino, ressent-on que le livre est achevé? Et une fois qu'on l'a en main, le défi accompli, quel est le sentiment? Bon, pour ma part, je crois que je sens que le livre est achevé quand je le tiens entre les mains, pas avant. C'est vrai qu'écrire un livre, c'est long, ça prend du temps et il y a beaucoup d'étapes surtout. Il y a des moments où il y a une sorte de soulagement, par exemple quand, je sais pas, quand on envoie le premier manuscrit ou quand on reçoit les premières épreuves, tout à coup le texte est mis en page, on voit à quoi va ressembler le livre. Et là, c'est déjà des étapes de prise de conscience que ok, ce projet est en train voilà, et de se terminer. Mais c'est vraiment quand je tiens le livre imprimé entre mes mains que je commence à me dire, bon, ok, là, de toute façon, tu peux plus rien changer. Mais jusque-là, il y a toujours cette tentation de changer, de refaire, de faire mieux. Et d'ailleurs, j'observe ça avec tous mes projets. À chaque fois, une fois que les dernières épreuves sont renvoyées, c'est-à-dire que le livre va partir à l'imprimerie, je ne peux plus rien y changer, c'est fini.
en fait, il y a une forme d'inertie qui fait que je continue d'écrire des choses. Ça ne dure pas très longtemps, mais quelques semaines ou quelques mois après l'envoi du livre à l'imprimerie, il y a encore des choses qui remontent, qui reviennent, etc. Et ça donne des petits textes comme ça qui sont que j'ai parfois publiés ici ou là ou qui sont inédits, mais c'est comme des... Ouais, c'est ça, c'est une sorte de la force d'inertie du livre qui donne lieu encore à un ultime texte. Et voilà, moi j'ai un mal fou à arrêter, et heureusement que j'ai une éditrice qui me donne des délais et qui m'arrache le manuscrit, j'exagère, mais à qui je dois rendre le manuscrit, sinon je continuerai pour toujours. Voilà. Et du coup, ce sentiment de soulagement quand je tiens le livre entre mes mains, c'est sûr, il y a une forme d'euphorie. Et je passe plusieurs jours à le tourner dans tous les sens et à le sentir et à le feuilleter. Oui, ça c'est un sentiment très, très, très agréable, mais qui ne dure pas. Et assez vite, je pense à la suite. Alors, lorsque votre livre se referme, les prix se bousculent. Prix des librairies de Payot, prix Alice Riva, prix Écriture et Spiritualité, prix des lecteurs de la ville de Lausanne, prix François Mauriac. Michel Odetta s'exprime à l'occasion de la remise du prix Alice Riva en novembre 2018 et fait cet éloge de votre roman. Une telle connaissance de Gustave Roux aurait pu intimider le romancier ou l'encombrer, au pire lui donner des semelles de plomb. On s'aperçoit au contraire que l'érudition ne pèse nulle part dans le flux de cette prose limpide et souple, à la fois vive et portée par le lent mouvement des jours, des saisons et des années qui s'en vont. Il termine sa laudatio ainsi, et c'est pour nous l'occasion d'ajouter que le prix Alice Riva lui va également comme un gant. Césarée Pavese écrit « Ne me parlez pas de mes succès littéraires. Ces choses-là font rougir de honte, soit à cause de la manie des bavardages qu'elles provoquent, soit parce qu'elles révèlent la pourriture du milieu professionnel. » Alors, prix littéraire, jury, succès, salon, je mets reconnaissance du public, mais ça c'est un tout petit peu différent. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que c'est très agréable en fait. Et contrairement à ce que dit Pavé, je comprends et je vois en quoi c'est critiquable. Ce que je pense surtout, et ça, j'en ai fortement conscience, c'est le côté aussi relatif de tout ça. Et qu'en fait, si un texte est primé, si un livre a beaucoup de succès ou pas, il y a dans une certaine mesure, c'est aléatoire et ça ne tient pas qu'à la qualité du texte, de loin pas. Et c'est pas du tout pour remettre en cause le choix des jurys, par exemple, le travail de ces gens qui, pas toujours, mais la plupart des cas, font un boulot énorme en fait. Faut pas oublier ça, c'est qu'en fait, pour chaque prix remis, il y a derrière des jurés qui passent des mois à lire des dizaines d'ouvrages pour ensuite en parler et faire une sélection et resserrer la sélection et choisir un lauréat ou une lauréate. C'est énormément de travail et je trouverais extrêmement méprisant de faire comme si ce travail n'existait pas. Après qu'on choisisse par exemple mon livre, je suis à chaque fois extrêmement touché, mais par contre je sais bien qu'il y a rien ne m'est dû et ça aurait pu aussi, peut-être le jour d'avant ou 3 semaines après ou avec des personnes différentes dans le jury, être tout à fait un autre livre primé à la fin. Donc j'ai juste conscience du côté relatif de tout ça. Ceci dit, c'est vraiment très agréable et je trouve qu'on aurait tort de se priver du sentiment de joie que ça procure en fait. Quand on choisit votre livre, non, c'est super. Alors on va passer à 2012, nouveau récit en chantier, et vous dites, Bruno Pellegrino, « Je venais de découvrir le recueil traduit de la nuit du poète malgache Jean-Joseph Rabéary-Vello. J'avais été frappé en particulier par, et vous citez, le vitrier nègre qui est robuste comme Atlas et qui porte les 7 ciels sur sa tête. Vous décidez donc de publier en 2015 aux éditions Tint Atlas Nègre et vous confiez « À la vue de l'adjectif nègre accolé à mon atlas sur les épreuves d'imprimerie, ce jour d'été 2015, quelque chose s'est rétracté en moi. » L'ouvrage reparaît donc avec un nouveau titre, comme Atlas. Et vous écrivez, c'est le mot Atlas en particulier qui a dicté au texte sa structure et son principe, d'écrire les lieux un à un.
Il s'agissait moins de voyage que de topographie, dresser la carte d'une rupture amoureuse du sud à l'est jusqu'au dernier paysage, rédiger un petit précis de géographie et de jalousie. Pouvez-vous évoquer en quelques mots ce récit ? Oui, c'est drôle, ça semble tout à coup très lointain tout ça, alors que ça l'est pas tant que ça. Donc, je vous parlais tout à l'heure de ce fameux roman auquel je travaillais, qui devait se passer dans un village dans lequel on aurait pu reconnaître Polypité, qui a donné lieu à l'Idiot du village en 2011. Après l'Idiot du village, j'ai continué à travailler sur ce roman-là, qui n'a jamais paru, donc ne le cherchez pas. Mais en 2012, je suis parti plusieurs mois à Madagascar. Et à ce moment-là, une revue française qui s'appelait Tind, justement, m'a contacté en me disant qu'ils avaient lu l'Idiot du village et qu'ils cherchaient un auteur pour écrire quelque chose dans leur revue. Une revue, par ailleurs, de typographie et de graphisme, donc pas spécifiquement littéraire. Et donc, je suis rentré de ce voyage à Madagascar et j'avais plein de notes, plein d'expériences, plein de choses dont je ne savais pas exactement quoi faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce texte qui est apparu d'abord dans cette revue, donc par livraison comme ça, avant de devenir un livre dans cette maison d'édition, donc Tind, qui découlait de la revue et dont c'était le premier livre. Donc il n'y avait jamais eu de livre, c'était une maison d'édition qui est née avec mon premier livre. C'est dire que personne dans cette histoire ne savait ce qu'il faisait, moi y compris. Par exemple, quand je repense, on a parlé à plusieurs fois des épreuves d'imprimerie, c'est quand même une étape fondamentale dans la vie d'un livre, le moment où on reçoit le texte mis en page pour être imprimé. Et j'ai eu, je pense, 2 jours pour relire. Alors, c'est pas un très long livre, mais enfin, quand même, c'est 200 pages, un peu plus de 200 pages. 2 jours pour relire ça, c'est de la folie furieuse. Mais j'en avais aucune idée. Je n'avais jamais fait de livre avant. Je ne savais pas du tout. Enfin, voilà, j'avais pas de point de comparaison. Et du coup, cette histoire de titre est venue se glisser là-dedans. J'ai voulu changer de titre, mais on m'a dit que c'était trop tard. En fait, moi, ce titre était mon titre de travail, qui venait justement de ce poème malgache, qui est vraiment un très beau texte. Et Rabé Arrivello est vraiment un auteur. Pour le coup, je vous disais que je lisais pas de poésie, mais après mes réticences, j'ai commencé, et maintenant j'en lis beaucoup plus. Et Rabé Arrivello a vraiment écrit des poèmes magnifiques, dont celui-ci. Simplement, il y a une grosse différence entre être malgache, écrire un poème en français, et puis être moi, blanc, et mettre ce titre sans aucune... vu que c'est un titre, c'est sans référence, il n'est pas entre guillemets, il n'y a pas une note de bas de page qui explique d'où vient ce texte, etc. Donc il faut lire, en plus le poème est dans le récit, mais tout à la fin. Donc il faut vraiment lire le livre jusqu'au bout pour comprendre d'où vient le titre. Bref. Grosse erreur et j'étais ravi de pouvoir rectifier ça autant que faire se peut, disons. Mais au moment de la réimpression du livre chez Zoé, la réédition même, j'ai demandé à ce qu'on change le titre simplement. Et effectivement, j'ai écrit un petit texte au début pour expliquer ce changement. Il ne s'agit pas du tout de réécrire l'histoire. Et voilà, ce premier titre a existé, mais aujourd'hui, je suis vraiment... ça me semble la moindre des choses d'avoir pu rectifier ça et j'en suis soulagé. C'est ce que je peux dire. Alors aujourd'hui, il en viendrait presque à penser que rien de tout cela, si peu de choses en définitive, n'a eu lieu. Il a fallu qu'il polisse sa jalousie jusqu'à en faire ce petit objet semi-précieux et inoffensif pour comprendre ce qu'il lui devait, qu'elle avait été sa zone de contact avec le monde, une forme de connaissance, un support du souvenir. Ce qui lui reste sans elle, les papiers soigneusement recueillis, coupons de vol, billets de train, reçus de supermarché, témoignages hallucinés d'un temps aujourd'hui 3 fois révolu. Comme Atlas, c'est une histoire d'amour qui s'effrite, se délite, se défait. Que pourrait penser votre personnage de ce propos de Romain Gary dans Europa ? Un très grand amour, ce sont 2 rêves qui se rencontrent et complices, échappent jusqu'au bout à la réalité. Vous avez ainsi des couples merveilleux qui vivent côte à côte sans cesser de s'inventer et qui restent fidèles à cette œuvre d'art malgré tous les pièges du tel quel. Bon, c'est une belle idée. Romain Gary avait quelques belles idées.
Moi, dans ce livre, comme Atlas, ce qui m'intéressait, c'était d'ailleurs ce que j'ai continué à chercher par la suite dans mes autres livres, je crois, comprendre comment les choses se terminent. Et comme Atlas s'ouvre sur la rupture entre les deux protagonistes, là, dans la première phrase, ils se séparent, et se termine une fois que la rupture est consommée, après plusieurs mois et 200 pages de... Voilà, c'est comme une longue rupture. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était moins l'histoire d'amour qui a précédé, dont il n'est pas fait vraiment mention, en fait, on sait rien de leur histoire, que la manière dont ce truc-là se termine. Et d'une certaine manière, c'est ce que j'ai cherché aussi dans Là-bas où t'es un mois d'automne, c'est comprendre comment une vie commune, une vie entière entre un frère et une sœur touche à sa fin et comment cette chose-là s'arrête, se termine. Je crois que c'est, en fait, je m'en rends compte évidemment avec le recul, sur le moment c'était pas du tout clair, mais une chose qui me touche beaucoup et qui m'intéresse beaucoup aussi, mais il y a quelque chose d'intuitif là-dedans, plus que d'intellectuel, sur comment quelque chose d'aussi immense qu'une histoire d'amour par exemple, mais ça pourrait être autre chose, en vient à se terminer. Et c'était vraiment un livre là-dessus pour moi, qui se déroulait sur 2 voyages. Et donc ce voyage à Madagascar, disons, j'ai puisé dans mes expériences à Madagascar pour pouvoir écrire cette partie du livre, puis un voyage en Asie, à travers la Russie et jusqu'au Japon. Et en fait, ces 2 voyages me permettaient de suivre le mécanisme de cette fin, de cette histoire qui se termine. Autre roman, autre histoire d'écriture, votre récit publié en 2021 dans la ville provisoire. Un jeune homme arrive au creux de l'hiver dans une ville encerclée par la mer. Il a quitté sa famille et vient là pour faire l'inventaire de l'œuvre d'une traductrice célèbre qui s'y est installée. Le travail qu'on me proposait, assez simple, consistait à trier les papiers de la traductrice pour en dresser l'inventaire. Ces archives seraient ensuite transférées dans une bibliothèque chargée de leur conservation et mises à la disposition des personnes qui en feraient la demande. Pour l'heure, tout se trouvait chez elle. Il faudrait donc que je me rende dans la ville étrangère où elle avait élu domicile 30 ans plus tôt, avant ma naissance. Il ignore donc tout d'elle, mais explore sa maison et apprivoise petit à petit les détails du quotidien de cette femme. Ses habits en tas sur son lit, un vernis à ongles dans la porte de son frigo, ses tickets de caisse, le parfum du thé qu'elle boit et la dentelle de ses robes. Cela devient aussi important que, et je vous cite, l'océan de feuillets manuscrits, piles de lexiques et carnets de travail. Bruno Pellegrino, votre personnage est absent. Il ne reviendra pas, on le comprend au fil du roman. C'est un personnage par ailleurs très touchant, dont vous dessinez très subtilement et très délicatement les contours. Comment est né ce personnage de la traductrice ? Elle est née... Comment elle est née ? C'est pas une question facile en fait, parce que c'est un livre... Dans la ville provisoire, c'est un livre comme d'ailleurs les 2 précédents que j'ai écrit sur beaucoup d'années. Et donc c'est des processus très longs et très lents et qui se font comme ça par couches. Donc c'est difficile à reconstituer après coup. Mais ce qui est sûr, c'est que je voulais raconter avec ce roman le rapport qu'on peut avoir avec des gens qu'on n'a pas connus. Et là, évidemment, je tirais ça directement de mon expérience avec Gustave et Madeleine Roux, puisque j'avais vraiment eu, j'ai d'ailleurs toujours d'une certaine manière une forme de relation avec ces gens, alors une relation à sens unique, une relation faite de beaucoup plus de projections personnelles que de choses réelles, mais enfin, quand même, ces gens-là, pour le dire autrement, Gustave et Madeleine Roux, ont eu et ont encore un impact très direct sur ma vie et sur mes journées, sur la manière dont je vois les choses, sens les choses, parle des choses. Ces gens-là que je n'ai pas connus ont un impact sur ma vie. Bon. Donc j'ai eu envie de creuser ça, mais différemment. C'est-à-dire que autant pour Gustave et Madeleine Roux, je me suis énormément documenté et je tenais du coup à être... je devais quelque chose à ces gens-là, une forme d'exactitude et de précision. Je ne voulais pas faire le malin avec ça. Autant là, dans la ville provisoire, je voulais être beaucoup plus libre de ma matière. Et donc j'ai inventé cette traductrice à partir
de bribes de gens pris ici ou là. Hein, donc, c'est pas, elle tombe pas de nulle part, mais enfin, elle n'a pas un modèle dans la réalité. Il n'y a pas de clé derrière cette traductrice. C'est bien un personnage de fiction, mais qui est une sorte de composé de plein de gens. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est effectivement qu'elle soit absente, c'est-à-dire que mon narrateur ne l'ait pas rencontrée physiquement, mais que par ailleurs, on s'aperçoive au fil du texte qu'elle est extrêmement présente de mille manières, que ce soit par ses objets, ses vêtements, ses textes, même les textes qu'elle a traduits, et au point que le narrateur peut s'imaginer la vie de cette femme. Alors, il y a une très belle page qui dit très bien cette proximité dans l'absence des deux personnages. Debout devant le plan de travail, elle a épluché puis émincé un gros oignon qu'elle a fait glisser dans l'huile d'olive qui grésillait au fond de la poêle. Les lamelles se sont immédiatement imprégnées. Elle a pressé une gousse d'ail et mélangé à l'aide d'une cuillère en bois pour faire revenir. Elle a dévissé le couvercle d'un bocal de sauve industrielle, tomates et basilic dont elle a arrosé l'ail qui brunissait déjà. L'eau frémissait dans la casserole. Elle ne savait plus si elle l'avait salée. Elle y a plongé une petite quantité de pâte. En ouvrant le réfrigérateur, elle a vu l'endive et les œufs. C'est ça qu'il aurait fallu manger. Elle n'en avait pas envie. Elle ne parlait que pour quelques jours. Les œufs seraient encore bons à son retour et tant pis pour l'endive. Elle a attrapé le sachet de salade verte, lavé et coupé. Si quelqu'un avait été là, elle aurait cherché à se justifier. La cuisine n'était pas son fort et puis elle avait un train à prendre en fin d'après-midi. Elle rentrait dans sa ville natale pour y recevoir un prix et sa valise n'était toujours pas faite. Mais elle était seule, personne ne la voyait et elle n'éprouvait qu'un sentiment de satisfaction à l'idée que la préparation de ce repas lui avait coûté 10 minutes à tout casser, la laissant maîtresse du reste de sa journée. Son temps n'appartenait qu'à elle. Dans un grand bol en bois, un filet d'huile d'olive et beaucoup trop de vinaigre balsamique, 2 grosses poignées de salade verte, du sel et du poivre. J'ai goûté les pâtes encore un peu dures. La sauce faisait des bulles qui éclataient. J'ai éteint la plaque et mis la table pour une personne, assiette creuse, couteau, fourchette. J'ai sorti un verre à pied et je me suis débouché une bouteille. Une phrase est venue la tirer du sommeil au milieu de la nuit. Elle a ouvert les yeux et immédiatement, elle a su comment faire. Mais le temps qu'elle allume sa lampe de chevet, qu'elle enfile un peignoir et que démarre son vieil ordinateur, sa solution s'était dissipée. Il aurait suffi de la noter à la main. Les mots étaient si nets, si puissants dans son esprit, elle ne s'est pas doutée de leur volatilité. Elle a parcouru tout le passage en essayant d'identifier l'endroit où le texte lâchait, le temps verbal ou le signe de ponctuation qui introduisait une modulation involontaire et déséquilibrait cette dernière phrase éternellement bancale. Passage qui pourrait presque correspondre au vécu de l'écrivain en quête du mot juste. Avez-vous, Bruno Pellegrino, parfois le regret de n'avoir pas su exprimer ce que vous lisez sous la plume d'autrui? Comment ça, exprimer? D'avoir pas eu le mot ou l'idée que vous admirez chez quelqu'un dans vos lectures. Ouais, alors par moments j'ai pu avoir ça. Maintenant, moins. En fait, je trouve super qu'une phrase existe, il n'y a pas besoin qu'elle soit de moi. Par contre, pour ce travail de la traductrice, effectivement, il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans cette approche-là de l'écriture, qui est bien une approche de l'écriture, mais qui passe par le texte de quelqu'un d'autre. Et c'est ça que j'ai essayé de creuser dans ce personnage de traductrice, en explorant un peu ce que ça peut bien vouloir dire, en fait, d'être traductrice, c'est-à-dire de bel et bien écrire des textes avec ses mots et dans sa langue, mais à partir de quelqu'un d'autre. Et au fond, je me demande parfois si c'est pas toujours ce qu'on fait, en fait. Si quand j'écris de la fiction, c'est pas déjà une forme de traduction, ne serait-ce que passer de mon brouillon 1 à mon brouillon 2, c'est presque comme quand le brouillon 1 a déjà 3, 4 ou 5 ans, parce que j'écris sur très longtemps. Est-ce que c'est pas déjà comme reprendre le texte de quelqu'un d'autre et en faire sa nouvelle version? Enfin, en tout cas, ça m'intéresse, cette histoire à la fois d'écriture et de traduction. Il y a un personnage dans ce roman, c'est celui de la grand-mère qui est en train de mourir. En fait, je me suis posé la question,
c'est très bien, mais pourquoi? Pourquoi c'était important de mettre très, très délicatement les nouvelles qu'il a de sa mère, qui lui donne des nouvelles de sa grand-mère? Il y avait plusieurs raisons à ça. D'une part, ce narrateur est tout seul dans cette ville étrangère. Il a ni famille ni amis sur place. Et alors même que ça se passe à notre époque, donc il a un téléphone et il a Internet, mais il choisit volontairement de se couper de plus en plus de cet objet-là et donc des moyens de communication avec ses proches. Et ça, c'est quelque chose qui me semblait, que j'avais envie d'explorer puisque c'est un peu une donnée aujourd'hui qu'on est toujours atteignable, qu'on peut toujours garder ce lien-là. Et qu'est-ce qui se passe si on décide que ce lien-là est trop lourd ou qu'on n'en a pas envie ou comment faire en fait? Qu'est-ce que ça implique de se couper de ça? Et surtout, d'autant plus quand quelque chose de grave ou de triste est en train de se passer ailleurs, dans la ville natale par exemple, comme sa grand-mère qui est en train de mourir. Voilà, j'avais envie de mettre cette tension-là, un peu comme je vous disais, dans Comme Atlas, on sait pratiquement rien de l'histoire d'amour des protagonistes avant qu'ils rompent. Là, c'est un peu la même chose. De la vie du narrateur avant son arrivée dans cette ville, on ne sait pratiquement rien. Et cette grand-mère me permettait de lui donner il vient bien de quelque part. Simplement, c'est un choix de pas explorer son passé, de ne pas explorer ses relations familiales. Et bien sûr, il y a aussi une sorte de jeu de miroir entre cette grand-mère mourante et cette traductrice absente. Là, il y a aussi, aux yeux du narrateur, quelque chose qui se joue entre ces deux femmes. Alors avant la dernière question, j'ai deux petites questions. La première, c'est, je voudrais quand même évoquer Les Mystères de la peur, qui est apparu en 2019, que vous dédicacez à Jules, Elvis et les autres, et publié aux éditions La Joie de lire, illustré par Rémi Farnos. Vous mettez en scène Lou et vous écrivez « Petite, cela ne se remarquait pas tellement. Ce qui se remarquait, c'est que ses parents étaient deux hommes. Pour le reste, on la trouvait peut-être juste un peu plus turbulente ou courageuse que les garçons et les filles de son âge. Elle ne détalait pas quand elle voyait une araignée. Elle aimait les caresser. Elle ne craignait pas le noir, le vide, les fantômes, tout ce qui semblait terrifier les autres. On l'appelait casse-cou et tête brûlée. » Écrire pour les enfants, est-ce que c'est un autre travail? Oui et non. C'est un autre travail, clairement, parce que tout à coup, j'avais un public en tête. Donc ce texte était une commande, il faut quand même le préciser. Donc c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire un livre pour enfants, c'est une commande à laquelle j'ai choisi de répondre. Et donc cette commande s'accompagnait d'un public cible, pour le dire de manière marketing. Et donc ce public cible, c'était les enfants de, je crois, 8 à 12 ans, ce qui pour moi ne signifiait rien du tout, parce que dans mon souvenir, à 8 ans, j'étais vraiment un tout petit garçon, puis il y a des gens de 12 ans qui sont déjà des pré-ados. Voilà, pour moi, entre 8 et 12 ans, il y a un monde. Et donc voilà, cette fourchette ne voulait pas dire grand-chose, mais il fallait quand même que je l'ai en tête, alors que par ailleurs, quand j'écris, c'est vrai que je pense pas à un public cible, je pense pas à une classe d'âge. Enfin voilà, ça c'était quand même une grosse différence au moment de réfléchir à qu'écrire et comment le faire. En revanche, après, une fois que j'ai évacué cette question-là, je me suis rendu compte que l'écriture elle-même, finalement, ne différait pas tellement, dans le sens où j'ai pas fait des phrases plus courtes, j'ai pas employé des mots plus simples, enfin il me semble pas, en tout cas j'ai pas essayé de le faire. Et simplement, tout le projet s'inscrivait aussi dans une collection bien particulière avec des sortes de fiches un peu didactiques. Enfin voilà, il y avait tout un cadre assez contraignant autour de cette collection et de ce projet qui fait que c'était pas comme écrire un roman comme je le fais par ailleurs. Donc il y avait quand même des grosses différences. Et puis, est-ce que vous pouvez évoquer le projet Stand-by? Oui, je vais essayer d'être rapide, c'est pas facile. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça, mais par ailleurs, donc là on a parlé des textes que je signe tout seul, mais par ailleurs, depuis 10 ans, j'écris aussi en collectif, notamment avec le collectif Ajar. Et donc, vraiment, les deux choses se font en parallèle et j'ai très souvent un projet tout seul et
un projet à plusieurs. Et Stand By est un de ces projets à plusieurs que j'ai coécrit avec Aude Seigne et Daniel Vuata, qui sont par ailleurs les deux aussi au collectif Ajar. C'était une commande d'ailleurs de notre éditrice chez Zoé, Caroline Couteau, qui nous a proposé, qui nous a lancé un peu comme un défi, en nous entendant constamment parler des séries télévisées qu'on regardait, qui nous a lancé comme défi d'écrire une série, mais qui se déclinerait sous forme de livre et non pas sous forme de film. Et donc on s'est lancé dans cette aventure en travaillant autant que possible, avec beaucoup de différences, mais comme ces groupes de scénaristes. Donc en se voyant pour d'abord faire des brainstorming du pitch, en fait, de quoi. Alors j'utilise que des mots anglais, c'est aussi volontaire, c'est ce vocabulaire qui nous vient tout droit des scénaristes américains. Et donc voilà, de quoi ça va parler. Le pitch, c'est l'histoire en 3 lignes qui doit donner envie à des producteurs de donner de l'argent pour créer la série. Et puis ensuite, voilà, on a scénarisé cette histoire et on l'a écrite. Elle a paru en différents épisodes, en fait, qui étaient chaque fois des petits livres qui paraissaient à intervalles de quelques mois. Et on a écrit 2 saisons de cette série en livre. Qui se passe, Alors, qui se passe, disons, le pitch, c'est une éruption volcanique dans la région de Naples, et pas le Vésuve, qui est un trop petit volcan, mais un autre volcan qui s'appelle les Champs Flégréens, qui est à l'ouest de la ville, qui en fait qui existe, on n'a pas inventé ça, qui est en fait un super volcan, c'est le terme à peu près scientifique. Et ce super volcan entre en éruption et génère une série de conséquences. Alors non seulement la catastrophe sur place à Naples et dans le sud de l'Italie, mais à cause du nuage de cendres qui est projeté dans l'atmosphère, a une série de conséquences sur des groupes de personnages à différents endroits de la planète. Et donc Stand By suit 3 groupes de personnages dans les suites de cette éruption. Bonheur est un de ces mots étoiles qui s'évanouissent sous un regard trop fixe, mais dont un glissant coup d'œil saisit l'intincelante présence. Une vie tient peut-être tout entière dans 1 ou 2 accords rayonnant sans fin leur musique au sein du vide. Un beau vers est par essence identique au bonheur. Tous deux naissent d'un accord qu'ils isolent, l'un d'une mouvante confusion de coïncidences, l'autre de l'écoulement indéfini des paroles. C'est par ces mots que Gustave Roux définit le bonheur dans Rhapsodie. Le narrateur de votre roman « Là-bas, août est un jour d'automne » l'imagine ainsi. Le chèvrefeuille est en fleurs, il croise aussi de la sauge, du sainfoin, des œillets, de marais et des nappes d'esparcettes, des bleuets, des campanules. Il fait des bouquets d'encolis et de lichnis. Il s'extasie sur les talus. Après 15 minutes de marche, le corps se réchauffe, s'assouplit, entre dans la danse et Gustave sourit, ses mains réunies autour de l'appareil photo qu'il élève pour prendre un ciel. Pour vous, Bruno Pellegrino, qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que réussir sa vie? Décidément. J'ai pas de définition, ni de l'un ni de l'autre. Encore une fois, je peux dire pour moi, le bonheur, c'est quoi? Non, en fait, c'est trop difficile comme question. Ce qui est sûr, c'est que, notamment l'écriture de ce texte-là, sur Gustave et Madeleine, m'a fait prendre conscience beaucoup plus des choses qui m'entourent. Vous avez lu ce passage sur les arbres et les fleurs que je ne sais pas reconnaître. En fait, j'y travaille et depuis l'écriture de ce livre, je sais beaucoup mieux reconnaître, je suis toujours vraiment assez mauvais, mais je sais beaucoup mieux reconnaître les arbres et les fleurs. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui semble anodin et luxueux, mais en fait, juste de pouvoir avoir conscience de ce que je vis au moment où je le vis, c'est quelque chose qui est devenu important avec le temps. Avoir conscience des choses positives, mais aussi des choses négatives, juste d'être plus attentif et plus conscient de ce qui m'entoure. Ça, peut-être, c'est en tout cas, je sais pas si c'est clairement pas le bonheur, mais c'est en tout cas une chose qui me fait du bien. Et pareil pour cette histoire de réussir sa vie, finalement, on peut le savoir qu'à la fin. Et puis c'est une idée que j'aime pas trop, en fait, la réussite, c'est une idée un peu
un peu capitaliste, nul. Donc j'ai pas envie de penser à réussir ou échouer sa vie, mais plutôt à être une bonne personne. Ça serait déjà bien. Ce sera le mot de la fin. À l'issue de cette rencontre, j'aimerais au nom de tous, Bruno Pellegrino, vous remercier pour ce moment de partage. Un jour, vous avez consenti à cette solitude de l'écriture qu'évoque Marguerite Duras, solitude sans quoi l'écrit ne se produit pas ou s'émiette, exsangue de chercher quoi écrire encore. Vous avez alors accepté le défi de laisser au temps le temps de dire tous ces visages et ces voix silencieuses qui vous habitent, emprunt que vous êtes sans doute de cette conviction de Gustave Roux. C'est une question de temps, celui aussi qu'on doit laisser entrer dans le livre qu'on écrit, savoir ne pas y toucher pendant des mois, l'oublier. Aujourd'hui, qui sait, peut-être au désir caché de Claude Simon qui s'exprime ainsi dans son roman L'Homme-Fusil, raconter pour reconstituer, reconstruire au moyen d'équivalents verbaux quelque chose qu'il a fait ou vu, comme s'il ne pouvait pas admettre que ce qu'il a fait ou vu n'avait pas laissé plus de traces qu'un rêve, répond le vôtre et celui de votre narrateur qui, non sans nostalgie, constate « Quand je lève les yeux, je vois simplement des arbres, là où Gustave et Madeleine voyaient des tilleuls, des aulnes, des acacias, des érables. J'écris sur des gens qui étaient capables de nommer les choses, les fleurs et les bêtes. C'est peut-être ce qui me fascine chez ces deux-là, leur manière lente et savante d'éprouver l'épaisseur des jours. » Bruno Pellegrino, merci. Merci à vous.